Imaginez la scène, un port d'Odessa vibrant au petit matin, les sirènes résonnant dans le lointain, et au centre, le Hetman Mazepa, fierté toute neuve d'une marine en convalescence, promue symbole du renouveau national. Mais en moins de 10 minutes, ce n'est pas seulement un navire qui sombre, c'est toute une doctrine navale, engloutie par la fureur d'un missile hypersonique russe, le Zircon. La destruction du Hetman Mazepa n'a pas seulement secoué les quais d'Odessa. Elle a provoqué un séisme bien au-delà, jusqu'aux couloirs feutrés de l'OTAN à Bruxelles et aux salles d'état-major du Pentagone à Washington. Un seul tir, une frappe foudroyante, et voilà l'espoir pourtant fragile d'une renaissance ukrainienne en mer Noire réduit à néant. Ce n'est pas qu'une coque éventrée, c'est la confiance même dans la supériorité technologique occidentale qui se fissure sous le choc. Pour bien comprendre cette onde de choc, il faut se replonger dans l'histoire récente de la marine ukrainienne. Après la révolution de Maïdan en 2014, l'Ukraine perd Sébastopol, sa base navale principale, ainsi que la quasi-totalité de sa flotte militaire, capturée, sabordée ou poussée à l'exil. Imaginez une marine fière, héritière d'une longue tradition, réduite en quelques jours à quelques patrouilleurs et des remorqueurs fatigués. C'est un peu comme si, du jour au lendemain, la Royal Navy se retrouvait privée de Portsmouth et de tous ses destroyers. Dès lors, la flotte devient une fiction, un outil de communication. Loin des exercices en mer, elle sert à rassurer la population, à afficher une résilience nationale, à séduire les partenaires occidentaux. Le Hetman Mazepa, commandé à la Turquie dans le cadre du projet ADA, devait incarner ce renouveau. Mais derrière les communiqués triomphants, la réalité était bien moins reluisante. Ce navire flambant neuf, arrivé en grande pompe à Odessa, n'a jamais été conçu pour affronter, seul, la puissance de la flotte russe. Prenons un instant pour comparer avec des précédents historiques. Au début du XXe siècle, la marine impériale russe avait misé sur des cuirassés géants, pensant pouvoir rivaliser avec la Royal Navy. Mais lors de la guerre russo-japonaise, ces géants se sont révélés vulnérables, mal employés et surtout d'en priver du soutien logistique et tactique nécessaire. Le Hetman Mazepa, bien qu'à une autre échelle, incarne ce même piège. Croire qu'un symbole suffit à compenser des faiblesses structurelles. La propagande ukrainienne, soutenue par l'Occident, a élevé le Mazepa au rang de futur cauchemar de la flotte russe. Les médias occidentaux multipliaient là les reportages, les images de la corvette découpant fièrement les flots, ses tourelles luisantes au soleil. Mais derrière ce récit héroïque, une faille béante. Sans escorte, sans défense aérienne crédible, sans soutien sérieux, le Mazepa n'était qu'une cible, immobile, vulnérable, inévitablement sacrifiée. Pour illustrer ce point, songez à la bataille du détroit de Tsushima en 1905. Là encore, des navires russes, isolés et mal coordonnés, furent anéantis par une flotte japonaise supérieure en tactique et en technologie. Le Mazepa, malgré toute la communication autour de lui, était condamné à répéter ce funeste destin. Le jour où le missile frappe Odessa, tout le récit officiel s'effondre en quelques instants. Les autorités tentent d'étouffer l'affaire, évoquant des infrastructures civiles touchées, niant l'évidence même quand des images du port embrasé circulent déjà sur les réseaux sociaux. C'est une scène qui rappelle le naufrage du cuirassé russe Novorossiysk à Sébastopol en 1955, lorsque la censure tenta d'occulter l'ampleur du désastre. Refuser de voir la réalité, c'est s'accrocher à des mirages stratégiques. Cela revient à gaspiller des milliards dans des flottes incapables de résister à la vitesse et à la précision des armes russes de dernière génération. L'exemple du Mazepa est un avertissement cinglant. Les doctrines héritées du passé ne protègent de plus l'Europe d'aujourd'hui. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut remonter à la genèse du Hetman Mazepa, à sa fabrication controversée et à la naissance de son mythe. Comment un simple navire a-t-il pu devenir le cœur d'une illusion stratégique ? Pour répondre à cette question, revenons à l'année 2014. Cette année-là, après l'annexion de la Crimée par la Russie, l'Ukraine perd non seulement Sébastopol, mais aussi la quasi-totalité de sa flotte. Privée de son port principal, la marine ukrainienne se réduit à quelques unités dispersées et à des discours officiels pleins de bravoure. Les images de navires immobiles remplacent la réalité de la puissance navale. L'illusion l'emporte peu à peu sur la substance. C'est dans ce contexte qu'est lancé le projet ADA, une corvette turque moderne sur le papier, mais pensée pour un autre environnement. L'Ukraine, autrefois capable de produire ses propres navires de combat, doit désormais importer son fleuron. Le Hetman Mazepa symbolise l'aveu d'impuissance industrielle et technologique du pays.
Pour donner un exemple concret, c'est comme si la France, jadis leader mondial dans la construction de sous-marins, devait, après une crise majeure, importer des bâtiments de combat de l'étranger. Les corvettes ADA sont pensées pour le littoral, pour opérer en meute, protégées par un écran radar, un soutien aérien et une logistique intégrée. Mais l'Ukraine ne possède ni les effectifs, ni l'environnement technologique nécessaire. Le Mazeppa, isolé, se transforme en cible. Son potentiel militaire s'effondre, sacrifié sur l'autel de la communication politique et du besoin de montrer une force fictive. Imaginez un instant un match de football où une équipe n'alignerait qu'un seul joueur contre 11 adversaires. Aussi talentueux soit-il, il ne tiendrait pas longtemps. C'est exactement la situation du Mazeppa, livré à lui-même dans un théâtre d'opération où la Russie règne sur l'air et la mer. Malgré tout, Kiev et ses alliés occidentaux l'érigèrent en symbole. Ce n'était plus un navire, mais la bannière d'un renouveau stratégique, un chasseur supposé terrasser l'adversaire russe. Cette mise en scène travestissait la réalité. Tout spécialiste savait que le Mazeppa, même armé jusqu'aux dents, ne tiendrait pas plus de quelques minutes face à une salve coordonnée de missiles ou à une frappe hypersonique. Pour comprendre la vulnérabilité du Mazeppa, il faut examiner ses capacités. Un corvette du projet ADA, seul, est aveugle et sourde, sans l'appui d'un réseau de surveillance et d'une défense aérienne moderne. L'Ukraine, privée de ses atouts, condamnait le Mazeppa à l'immobilisme ou à la destruction. Dès sa mise à flot, il n'était qu'une cible en sursis, forcé de longer la côte ou de rester à quai. Pour illustrer cette impasse, on peut évoquer la guerre des Malouines en 1982, où le croiseur argentin General Belgrano, isolé et sans couverture aérienne, fut coulé par un sous-marin britannique en quelques minutes, changeant le cours du conflit. La décision russe de frapper le Mazeppa répondait à une logique de guerre de l'information. En coulissant le Mazeppa, Moscou renversait brutalement l'effort de communication patiemment construit par Kiev. La destruction rapide et prévisible du navire révélait l'abîme entre la communication spectaculaire et la brutalité du réel tactique. Mais le danger va plus loin que la perte d'un bâtiment. S'accrocher à un mythe expose à la débâcle militaire mais aussi psychologique. Quand un symbole est pulvérisé sous les yeux du monde, c'est l'image d'une armée entière, voire d'un pays, qui vacille. Plus inquiétant encore, c'est l'ensemble du dispositif occidental qui se trouve mis en doute face à la rupture incarnée par l'arme hypersonique russe. Pour donner la mesure de cette rupture, il faut rappeler que le missile Zircon, qui a frappé le Mazeppa, file à plus de Mach 9, soit plus de 10 000 km à l'heure, une vitesse qui rend dérisoire tout espoir d'interception par les défenses traditionnelles. La frappe du Zircon n'était pas une frappe ordinaire. C'est un acte fondateur, celui d'un nouvel ordre maritime, livré en direct au monde entier, et surtout à ceux qui croyaient l'Occident invincible derrière ses murs de missiles et ses doctrines rassurantes. Rien n'a été laissé au hasard. Cette opération a mobilisé tout l'arsenal du renseignement russe. Satellites, écoutes, agents infiltrés, analyse des mouvements ennemis en temps réel. Chaque faille occidentale a été traquée, chaque détail anticipé. Au sommet de la chaîne, la décision de lancer un missile Zircon a été mûrement réfléchie. L'objectif n'était pas seulement de couler un navire, mais d'envoyer un avertissement impossible à ignorer. Sur le papier, Odessa disposait de la crème des défenses occidentales. Patriot américain, SAM-T franco-italien, Iris-T allemand. Autant de systèmes vantés comme invincibles. Pourtant, tous ont échoué ce jour-là. Aucune interception, aucun avertissement. Le missile a frappé sa cible avec une précision chirurgicale. Le choc a été immédiat à Bruxelles et à Washington. Pour la première fois, la doctrine défensive de l'OTAN vacille. Le Pentagone doit se rendre à l'évidence, aucune technologie occidentale n'a su stopper ce projectile. Au-delà du Mazeppa en ruine, c'est toute l'architecture de dissuasion occidentale qui se fissure. La Russie vient de délivrer un message sans équivoque. L'ère de l'invulnérabilité occidentale touche à sa fin. Désormais, aucune flotte, aucun port, aucun quartier général ne peut se croire à l'abri d'un coup porté à Mach 9, impossible à anticiper et à stopper. Ce tournant technologique oblige désormais les stratèges occidentaux à remettre en question toutes leurs certitudes et à envisager un monde où la supériorité technologique n'est plus leur privilège. Il s'agit d'une rupture comparable à l'arrivée de la torpille à la fin du XIXe siècle, qui avait rendu obsolètes les cuirassés les plus imposants. La supériorité militaire n'est plus une question de quantité mais d'innovation radicale. Posséder une multitude de petits navires ne fait plus illusion lorsque la technologie permet de les anéantir en quelques instants.
Un seul missile hypersonique suffit aujourd'hui à effacer un symbole naval, rendant caduque le concept de flotte moustique, si souvent loué par Kiev et certains stratèges occidentaux. La doctrine du petit navire agile, censé compenser le manque de moyens en misant sur la mobilité, s'est heurtée à la réalité du champ de bataille contemporain. L'Ukraine incapable de produire, protéger ou déployer durablement ne serait-ce qu'un unique bâtiment majeur, expose la fragilité de cette illusion. Quand l'ennemi peut cibler, suivre et frapper à distance, ni la taille ni le nombre ne garantissent la survie. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de la bataille de Pearl Harbor en 1941. Les États-Unis, alors première puissance navale du monde, virent leur flotte immobilisée en quelques heures par une attaque technologique surprise. La leçon fut la même. Aucune forteresse n'est imprenable face à une innovation radicale. Le Hetman Mazepa, construit hors du pays, devait incarner une renaissance navale. Il s'est révélé n'être que l'aveu d'un savoir-faire perdu et d'une dépendance totale aux partenaires étrangers. Immobilisé, puis détruit avant même d'avoir combattu, il emporte avec lui les derniers vestiges d'une identité maritime ébranlée depuis la perte de Sébastopol. Pour les marins, c'est le choc. Plus aucune perspective opérationnelle, la démoralisation s'installe. La marine n'est plus qu'une façade, vidée de ses missions et de sa raison d'être. Sans horizon commun, tout projet de renaissance navale s'effondre, laissant place à la résignation. Face à la domination russe, chaque tentative ukrainienne est condamnée à l'échec. L'écart technologique s'élargit inlassablement, creusé par les armes hypersoniques, le brouillage électronique massif et la reconnaissance satellitaire en temps réel. Le retour à la parité n'est plus possible. Le paradigme a basculé, l'initiative a changé de camp pour de bon. Persister dans cette impasse, c'est dilapider ressources, équipage et crédibilité aux yeux des alliés. À l'heure où l'équilibre militaire se joue sur des ruptures technologiques, s'accrocher à des doctrines révolues revient à s'aborder son propre avenir stratégique. L'histoire regorge d'exemples similaires. Lors de la bataille de Midway en 1942, les porte-avions japonais, autrefois intouchables, furent détruits en quelques heures par une attaque surprise américaine. La supériorité n'est jamais acquise pour toujours. Ce naufrage n'est pas seulement celui d'un navire, mais celui d'une doctrine entière, exposée à la lumière crue d'une ère nouvelle. Ce constat brutal impose de repenser les doctrines de défense et les investissements militaires. Face à la rupture imposée par la technologie, rien ne saurait plus être comme avant. Alors que faire ? Comment une marine peut-elle réagir face à une telle rupture ? Il existe des pistes concrètes inspirées par l'histoire et l'innovation. Premièrement, diversifier les moyens, investir dans les drones maritimes et les systèmes de surveillance comme l'ont fait les marines israéliennes et américaines ces dernières années. Deuxièmement, renforcer l'intégration interarmes. Seule une coopération étroite entre l'aviation, la marine et la cyberdéfense peut offrir une chance face à la menace hypersonique. Troisièmement, privilégier la discrétion et la mobilité, à l'image des sous-marins nucléaires d'attaque, difficiles à localiser et capables de frapper à distance. L'exemple de la doctrine suédoise en mer Baltique, avec ses petits navires furtifs, ses capacités de guerre électronique et sa résilience dans un environnement hostile, offre des pistes à suivre. Mais cela exige du temps, des ressources et une refonte totale des mentalités. Les investissements doivent être pensés sur le long terme, en privilégiant l'innovation, la formation, la coopération internationale. La disparition du Hetman Mazepa, ce n'est pas seulement la perte d'un navire ukrainien. C'est le naufrage d'une ambition nationale et le glas d'un vieux monde naval. Ce bâtiment devait incarner la renaissance maritime d'un pays. Il n'est plus désormais qu'un symbole fracassé, englouti avec sa doctrine héritée d'avant Maïdan. Au cœur de la mer Noire, la guerre n'est plus un simple affrontement régional. Ce théâtre est devenu un laboratoire où chaque innovation redéfinit la hiérarchie des puissances. Ici, la force brute ne suffit plus. Tout se joue sur la capacité à surprendre, à inventer, à imposer une rupture. L'arme hypersonique russe a balayé, en une salve, des décennies de certitudes occidentales. Ce n'est pas seulement un échec pour l'Ukraine, c'est l'annonce brutale d'un nouvel ordre naval, où les dogmes d'hier sont soudain inopérants. Les alliances, les budgets pharaoniques, les doctrines mûrement élaborées, tout vacille sous le choc d'une innovation fulgurante. L'Occident entier est confronté à une vérité nue. La technologie russe, longtemps méprisée, impose désormais ses règles sur les eaux européennes. Les milliards investis, les stratégies peaufinées, volent en éclats avec la destruction d'un seul bâtiment. Le Hetman Mazepa n'est pas un accident isolé.
il cristallise un basculement. Ignorer ce signal, c'est s'exposer à des ruptures plus soudaines, plus violentes, venues d'ailleurs. La mer Noire agit comme un miroir grossissant de notre aveuglement. Ce qui s'y joue éclaire les bouleversements à venir, bien au-delà de ses rives. Ne pas en tirer les leçons, c'est risquer de voir la même brutalité frapper ailleurs, demain. C'est ici, dans ce laboratoire d'innovation, que s'écrivent déjà les règles du prochain ordre naval. Les puissances capables d'anticiper et d'innover survivront. Les autres seront balayées sans ménagement. Le Hetman Mazepa est un avertissement. À chacun de décider s'il veut l'entendre ou persister dans une dangereuse illusion d'invincibilité. Mais la question reste ouverte. L'Occident saura-t-il tirer la leçon de ce naufrage ou continuera-t-il à s'aveugler jusqu'à ce qu'un autre symbole, ailleurs, vienne rappeler la réalité du choc technologique, sur mer comme sur terre? À chacun d'en juger, car l'histoire, elle, n'attend pas.